Je donne maintenant la parole à Robert Dautrey qui va en évoquer d'autres, je pense. Dans une grande pièce d'un bâtiment quasi neuf au Centre d'études nucléaires de Saclay, au milieu des années 50, ce bâtiment était le bâtiment de la bibliothèque. Deux physiciens avaient aménagé leur bureau pour être face à face tout le temps. J'étais jeune débutant, logé dans un tout petit bureau du même bâtiment avec un physicien indien envoyé par Baba, Parsi, et venant en France pour s'instruire dans le nucléaire. Les deux physiciens s'appelaient l'un l'autre Anatole, comme dans La guerre et la paix, et Jules. Ils avaient engagé plusieurs jeunes physiciens qu'ils voulaient former eux-mêmes, constatant que l'enseignement supérieur des sciences physiques en France, marqué par les années de guerre, était défectueux. Le plus âgé, Anatole Abraham, dans la quarantaine, en avait fait le constat avant l'occupation de la France par les Allemands. Il avait dû ensuite se cacher pour échapper aux rafles antisémites des autorités de Vichy. Dans son enfance, sa mère, médecin dans l'armée rouge, la guerre dans l'armée rouge allait de pratiquement s'est développée de 1917 jusqu'à 22, à la fin de l'année 22, où il y a eu la création de l'Union soviétique. Elle avait pu quitter la Russie comme médecin important pour parfaire l'éducation de son Tolia. Son père, créateur d'une petite entreprise qui normalement aurait dû, comme juif, être exclu de Moscou, comme de Saint-Pétersbourg, avait créé donc une petite société et était resté sur place, tout en étant ennemi de classe, et donc avec toutes les difficultés en question. Son père restait sur place dans les tourmentes de la fin des années 30 et du début des années 45 jusqu'aux années 45, avait fini dans un camp, comme mon père, dans lequel il était mort, comme le disait Tolia, de faim, de froid, de maladie, de mauvais traitements. Le plus jeune, Jules Horowitz, 35 ans, était né en Pologne, dans la Galicie, qui était l'ancienne province d'Autriche-Hongrie, que les accords terminant la guerre de 14-18, donc accords de Saint-Germain-en-Laye et de Trianon, avaient rattaché à la nouvelle République polonaise. Les brimades anti-juives étaient tellement fortes que finalement, ses parents avaient émigré dans le seul endroit qu'ils pensaient le plus tranquille de l'Europe, la République de Weimar. Quand vint 1933, ils allèrent d'abord dans un périple jusqu'à Metz, puis l'Allemagne continuant de submerger l'Europe vers Dijon, puis finalement Lyon. Là, le jeune Horowitz, qui va toute sa vie être avec Abraham, nous allons le retrouver. Le jeune Horowitz avait présenté le concours de l'École polytechnique, avait été reçu parmi les meilleurs, mais comme de nationalité polonaise, et d'autre part comme juif, n'avait pas pu entrer à l'École polytechnique.
il avait donc repris des études de licence, puis une nouvelle rafle à Lyon l'avait obligé à se cacher avec son père. Quand Jules put tenter de reprendre contact avec sa mère, ce fut pour apprendre que les autorités de Vichy l'avaient arrêtée. Il sut après la guerre qu'elle était morte assassinée à Auschwitz, Birkenau, comme toute ma famille. Voilà d'où venaient les deux physiciens dans cette grande pièce du centre de Saclay, deux physiciens marqués pour la vie par la cruauté de leur destin, mais suffisamment forts pour l'assumer tout seuls. Anatole et Jules participèrent aux premiers travaux du CEA et purent y engager un flot croissant de recrues, j'étais l'un d'eux. Pour leur permettre de se former à la physique quantique, Anatole et Jules décidèrent de faire eux-mêmes les cours avec leurs collègues Albert Messiat, Claude Bloch et Michel Trochery. Et ces cours, ils les firent dans les couloirs, parce qu'officiellement, ils n'avaient pas d'endroit où aller, dans les vastes couloirs du rez-de-chaussée de ce bâtiment bibliothèque du Centre d'études nucléaires de Saclay. Anatole se chargea du cours sur le magnétisme nucléaire. Ils demandèrent à Claude Bloch, major de la promotion 42 de l'École polytechnique, beau-frère de Jules, de faire le cours sur les réactions nucléaires. Albert Messiat reçu à l'École polytechnique en 1940, mais exclu à cause des persécutions antisémites s'appliquant aussi aux citoyens français, avait dû se cacher pendant l'occupation dans le sud-est de la France. Après le débarquement de la première armée française, Messiat s'y était engagé et était arrivé jusqu'à Berchtesgaden, le repère de Hitler. Il prit en main le cours de mécanique quantique. Jules, lui, se chargea de faire des examens physiques de compréhension des phénomènes relevant de ses enseignements. Ainsi, il aidait les élèves, j'ai été l'un d'entre eux. Plusieurs grands noms de la physique française étaient aussi là présents. Albert Messiat rédigea son cours, qui fut renéotypé et devint le livre bien connu de la mécanique quantique. Claude Bloch rédigea le sien aussi sur les réactions nucléaires. Anatole laissa mûrir son cours au rythme des expériences et de leur interprétation. Il fut le fondement de plusieurs travaux futurs. Chaque phrase d'Anatole était un éclairage fécond pour les élèves. D'un seul coup, il dévoilait le phénomène avec quelques mots. Je dois beaucoup à cette volonté d'Anatole d'aider les jeunes générations. Il allait garder cette volonté toute sa vie. Et cela dans toutes les institutions où il a travaillé. Ainsi, plus tard, au CEA, quand le projet de réacteur à haut flux de neutrons de Grenoble, fait avec les Allemands, l'AOE, est donc devenu l'Institut von Laue Langevin, dont je fus le chef de projet, et quand il fut envisagé et réalisé en commun avec le CNRS, l'interlocuteur du CNRS était le directeur de la physique du CNRS, c'était Curien. J'eus tout l'appui d'Anatole. Pour marquer l'accord final, il fit inviter tous les responsables allemands et français à un restaurant de poissons prunier où il fit les honneurs de la cuisine française. L'amitié d'Anatole et Jules dura toute la vie. Ils partageaient la même vue du monde, tragique, douloureuse, mais arrimée au magnifique dévoilement de la physique quantique des phénomènes. Évoquant Verlaine, Anatole vivait de la physique avant toute chose. Il vivait avec émotion les événements de la guerre froide. Ainsi, quand ils voulurent aller tous les deux aux États-Unis, les règlements inspirés par le sénateur McCarthy l'interdisaient
si le candidat faisait partie de la CGT. Anatole répondit non au questionnaire et put aller aux États-Unis. Horowitz répondit oui et ne put pas y aller. Quand Sakharov vint en visite à l'Académie des sciences, Anatole se fit l'interprète entre Sakharov et moi. L'humour d'Anatole était proverbial. Il l'avait manifesté lors de la visite d'un président de la République sous la coupole, comme on l'a dit, à l'Académie des sciences, où, chargé de faire le discours habituel, Anatole dit au président de la République de l'époque, « La recherche fondamentale, c'est comme la vertu des jeunes filles dans les villages d'antan. Elle a besoin d'être encouragée. » Anatole aimait les littératures russes et françaises. Il avait toujours une citation propre, prête et fulgurante. Ainsi, après l'un des années des exposés scientifiques présentés à l'occasion de mes 80 ans à l'École normale supérieure, une discussion animée entre Anatole et Georges Charpak. Georges Charpak était né dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'Ukraine, qui s'est appelé l'Ukraine dans tout le 19e siècle et tout le 20e siècle d'ailleurs, sauf pendant la guerre dont je parlais tout à l'heure, où Kiev changea 4 à 5 fois d'occupants. Les occupants étant à cette époque-là les Polonais. Georges Charpak et Anatole, tout cela fut suivi de remarques, comme d'habitude, très pointues et très fortes de Anatole à une observation de Georges Charpak. Georges Charpak continua par lettre, Anatole lui répondit, et dans sa lettre finale, il envoya à Charpak un vers de Corneille dans le Cid, où Chimène, s'adressant à Rodrigue, qui lui offrait sa propre mort en vengeance de celle de son père, lui dit, pour lui certifier son amour, envers et contre tout, et Abraham avait écrit en gros sur la lettre, « Va, je ne te hais point ». Un autre trait d'humour d'Anatole, lors d'une réunion du Conseil scientifique de la recherche fondamentale du CEA, sous la présidence de Horowitz, traitant de la fusion thermonucléaire par confinement magnétique, et après l'exposé sur la géométrie en forme de tore du tokamak, inventé d'ailleurs dans le moment où par Sakharov, co-inventé par Sakharov dans le moment où il était tranquille, et Horowitz voulant focaliser sur lui tous les efforts du CEA, un des membres flamboyants de ce conseil avait attaqué vigoureusement le concept du tore et du tokamak en parlant, au contraire, d'un cylindre droit avec des miroirs magnétiques, ce qui d'ailleurs avait été fait à Livermore, mais arrêté avant le fonctionnement. Et Anatole lui avait dit « Vous êtes un redresseur de tort ». Je terminerai en disant que je garde au fond du cœur le souvenir de nos inoubliables liens affectueux. Je pense aussi avec émotion à son courage, sa capacité fulgurante à voir l'essentiel dans tout phénomène, sa culture éclectique et profonde, son humour. Vous avez vu son beau regard félin, son sourire. Merci beaucoup, Robert Dautrey. Et donc, je donne maintenant la parole à Claude Cohen-Tanucci. Je pense que tu as le micro là. Je suis très ému d'avoir évoqué les souvenirs personnels que je garde d'Anatole Abraham, car Anatole a été pour moi une source d'inspiration tant sur le plan scientifique que sur le plan personnel. Je l'ai rencontré la première fois dans les années 54-55. Je venais d'entrer à l'École normale supérieure une année plus tôt
Et j'allais déjà dans le laboratoire d'Alfred Kassler, parce que ses cours m'avaient profondément attiré pour faire de la physique atomique. Et je crois qu'à l'époque, il faisait des expériences déjà dans les locaux en 1955, avant d'avoir son propre laboratoire à Saclay. Et de même, comme vient de l'évoquer Robert Dautrey, à l'époque, nous avons appris qu'un certain nombre de physiciens, au courant des concepts les plus modernes, donnaient des cours à Saclay. Et je me souviens que tout le laboratoire Kassler-Brossel allait, Kassler-Brossel en tête, plus des autres camarades de la promotion de l'école normale et de Sèvres, allaient toutes les semaines à Saclay pour écouter les cours d'Anatole Abragam, d'Albert Messias, de Claude Bloch et de Michel Trocheris. Pour nous, ça a été un émerveillement parce que les cours à la Sorbonne étaient complètement désuets, n'avaient aucun contact avec la physique qui se faisait dans le monde, et ça a été une découverte. Et puis, les qualités pédagogiques d'Anatole Abragam, nous parlant des spins tournants dans le référentiel tournant, étaient absolument extraordinaires, et ça a été pour nous une véritable découverte. Et je pense que cet enseignement a joué dans ma formation scientifique un rôle absolument essentiel. La même année, d'ailleurs, en juillet 1955, je suis parti à l'École internationale d'été de physique théorique des Ouches, en Haute-Savoie. Et là, Anatole Abragam est là pour donner des cours, de même que Julian Schwinger, Uhlenbeck, un grand physicien statisticien, Norman Ramsey, Charles Townes. C'était fabuleux pour des jeunes étudiants que nous étions, passer 8 heures par jour dans le paysage grandiose du Mont Blanc, avec des cours passionnants pendant 2 mois consécutifs. Ça a été pour nous une impulsion absolument essentielle pour faire de la physique. Et je pense d'ailleurs que tous les physiciens de ma génération, comme Pierre-Gilles de Gennes, Philippe Nouzière, Roger Balian, tous ces gens-là ont été aussi profondément marqués par l'enseignement des Ouches. Puis je suis parti 2 années plus tard, après avoir passé l'agrégation, au service militaire, qui durait à l'époque 28 mois parce que c'était la guerre d'Algérie. Et je suis revenu au laboratoire en janvier 1960 pour y effectuer une thèse d'État. Et là, c'était un petit peu une effervescence scientifique parce que les premiers lasers venaient d'être mis au point et fonctionnaient. Il y avait également la découverte de ce qu'on appelle l'effet Mossbauer. Donc je vais revenir là-dessus dans un petit moment, mais c'était aussi l'année où Alfred Kassler, voyant que Anatole Abragam ne pouvait pas postuler un poste d'université parce qu'il n'était pas docteur d'une thèse d'État française, avait eu l'idée de lui demander de se présenter au Collège de France. Il avait d'ailleurs appuyé fortement sa candidature. Et je me souviens, en décembre 1960, d'avoir assisté à la leçon inaugurale d'Anatole Abragam. Je signale d'ailleurs qu'en plus du bouquin là, que Serge a mentionné sur de la physique avant toute chose, Anatole Abragam a publié chez Hermann un autre livre appelé « Réflexions d'un physicien » où il y a le texte intégral de sa leçon inaugurale. Alors, ce qui m'avait frappé dans cette leçon inaugurale, c'était quelque chose de très amusant. Anatole citait un article d'Aldous Huxley qui parlait des républiques minuscules d'Amérique centrale, avec des populations très restreintes. Il disait que l'étude de ces petites sociétés, de ces petites populations, permettait de comprendre le comportement de sociétés beaucoup plus importantes en population, et que c'était donc une excellente objet d'étude pour essayer de comprendre un petit peu l'économie et la politique des grandes sociétés. Et il faisait l'analogie entre ce problème et le problème des spins nucléaires. Les spins nucléaires, ce sont des spins qui ont un nombre discret de niveaux. Par exemple, un spin 1,5 n'a que 2 niveaux, plus et moins. Un spin 1 en a 3, 1, 0, moins 1, et ainsi de suite. Donc ce sont des systèmes avec un nombre fini de niveaux pour lesquels on peut faire des calculs simples, on peut élaborer des images physiques fructueuses, et ça permet de comprendre ces systèmes simples, le comportement de systèmes beaucoup plus compliqués, comme ceux qu'on rencontre par exemple dans la matière condensée. Et ça, c'est quand même une idée qui était extrêmement intéressante et qui, pour moi, a été très importante par la suite. Parce que je me rends compte maintenant que chaque fois que j'ai un problème scientifique à étudier, j'essaye toujours de transcrire ce problème en termes de spin 1,5, de système à 2 niveaux, et d'essayer de trouver des images physiques me permettant de pénétrer dans le problème qui, apparemment, au début, est très complexe. À cette époque aussi, il a commencé son premier cours portait sur l'effet Mossbauer. L'effet Mossbauer, c'est l'émission sans recul
d'un atome qui émet un rayon gamma lorsque le noyau est lié à un cristal de manière très rigide. Et la liaison du noyau est tellement rigide que le recul est communiqué au noyau par le rayon gamma qui est émis ne peut pas être encaissé par le noyau tout seul, mais par le cristal tout entier. Et comme le cristal a une masse macroscopique, l'énergie de recul du cristal est négligeable, et il n'y a donc pas d'effet de recul, pas d'effet Doppler. Et en physique atomique, à l'époque, nous avions aussi l'expérience d'un autre effet qui avait été découvert par Robert Dicke, à la suite également d'un autre article important de Willis Lamb, sur l'émission sans recul, également non pas dans le domaine gamma, mais dans le domaine optique de spin enfermé dans une cage. Robert Dicke considérait un spin dans un puits de potentiel, et il lui posait que le spin se baladait d'une paroi à l'autre, c'est que si le recul émis par le photon dans la transition du spin était petit devant l'écart d'énergie entre les niveaux discrets dans le puits, à ce moment-là, le spin ne pouvait pas reculer, il n'y avait pas d'effet Doppler ni d'effet de recul. Alors j'en avais parlé à Anatole, qui évidemment était très, très intéressé, et puis qui a fait aussi donc, dans son cours la connexion entre l'effet Mossbauer et l'effet Dicke, qui sont fondamentalement la même chose. Mais c'est là que j'avais été impressionné, c'est que dans les expériences concrètes de pompage optique, le spin n'est pas enfermé dans une cage, il diffuse dans un gaz étranger. Il subit des collisions avant d'arriver sur la paroi où, bien sûr, il se dépolarise. Les collisions avec le gaz tampon, elles ne dépolarisent pas le spin. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et Anatole Abragam m'avait expliqué à ce moment-là que l'émission, la raie émise par le spin, n'était pas une fonction delta, une raie infiniment étroite, mais avait une certaine largeur à cause de la diffusion. Et il introduisait à ce sujet-là un concept qui est très important, que j'ai entendu évoqué plusieurs fois aujourd'hui dans mes conférences, qu'on appelle le rétrécissement par le mouvement. Quand l'atome change de direction, à cause des collisions, l'effet Doppler change de manière aléatoire, et s'il change trop vite, il disparaît. Il ne disparaît pas complètement, il disparaît d'une manière calculable exactement. Donc il avait fait ce cours, d'ailleurs, qui a donné naissance à un livre qui est toujours utilisé, un livre d'Anatole Abragam sur l'effet Mossbauer. Donc j'ai suivi ces cours attentivement toutes les années qui se sont suivies, et j'ai appris dans ces cours, non seulement, comme je l'ai déjà indiqué, toutes les images physiques de la résonance magnétique avec le spin 1,5 dans le référentiel tournant, mais j'ai aussi appris, et ça a été précieux pour moi, comment un système de spin soumis à un thermostat, à un réservoir, retournait à l'équilibre thermodynamique une fois qu'il était sorti de cet équilibre, ce qu'on appelle la relaxation. Et Abragam donc, nous expliquait les mystères des équations de Bloch de la résonance magnétique nucléaire, et plus généralement de l'équation pilote qui décrit l'évolution de la matrice densité d'un atome lorsqu'il est soumis à des perturbations. Toute une série d'idées importantes, la relaxation par un champ aléatoire, le rétrécissement par le mouvement, et ainsi de suite. Et pour moi, ça a été précieux, parce qu'à l'époque, disons, on commençait à essayer de comprendre le pompage optique en termes plus quantitatifs, on décrivait l'ensemble des atomes par une matrice densité, et il s'agissait de comprendre comment l'évolution de la matrice densité, sous l'effet de l'excitation optique, se produisait. Et mon sujet de thèse, et sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans, ça a été de déterminer l'équation pilote décrivant l'évolution de la matrice densité des atomes dans le pompage optique. Il y a une autre idée aussi qui était très importante, c'est qu'à l'époque, nous ne disposions que de sources lumineuses à large bande, et que le comportement d'un atome à 2 niveaux, par exemple dans un tel champ, était décrit par des probabilités de transition par unité de temps. L'atome dans un niveau peut être excité dans l'état supérieur avec une certaine probabilité par unité de temps, qui est la probabilité d'absorption, ou retomber dans l'état fondamental avec un certain taux, qui est la probabilité d'émission spontanée ou émission induite. Par contre, si l'interaction se fait avec un champ cohérent, comme c'est le cas avec des sources laser qui sont apparues à peu près à cette époque-là, l'évolution de l'atome entre l'état excité et l'état fondamental ne peut plus être décrite en termes de probabilité de transition, mais en termes d'une précession cohérente. L'atome va de 1 à 2, puis de 2 à 1 de manière cohérente, et c'est ce qu'on appelle la précession de Rabi. Le Rabi dont Dan Klepean nous a montré l'importance des contributions dans le début de la physique atomique. Donc j'ai eu la chance, donc, grâce à la formation que j'ai reçue en résonance magnétique par les cours d'Anatole Abragam, de comprendre comment il fallait changer
les équations du pompage optique et les phénomènes observables qu'on passe de sources incohérentes à des sources cohérentes comme les faisceaux laser. Ensuite, troisième étape dont je voudrais parler, c'est qu'à la fin, au début des années 70, Francis Perrin a pris sa retraite du Collège de France, en même temps d'ailleurs que le prince Ringuet, dont j'avais entendu parler ce matin. Et Anatole Abragam m'a dit « Je veux vous présenter sur la succession de Francis Perrin au Collège de France, parce que je sens bien que vous aimez enseigner, que vous adorez ça, et je pense que c'est vraiment l'activité qui vous conviendrait le mieux. » J'étais un petit peu surpris, bien sûr, très honoré, parce que c'est professeur au Collège de France, c'est quelque chose de très prestigieux, et bon, je ne pouvais pas refuser. Bon. Et je me souviens que de très nombreuses soirées, j'allais dans son appartement, rue Croulebarbe, au siège de la Société française de physique, dans le même immeuble, et là, il me posait des questions pour essayer de faire son rapport de présentation. Il le faisait avec une conscience et une précision absolument impressionnantes. On passait des soirées très agréables, discuter, un petit verre de cognac de temps en temps. Et bon, il a fait ce rapport, d'ailleurs, qui, je le signale, il l'a mis dans le livre « Réflexions d'un physicien ». Donc la présentation de la chaire de physique atomique en 1972 est contenue dans ce livre. Bon, j'ai été élu donc en 1973, et je dois dire que pour moi, ça a été une chance exceptionnelle. Au début, j'étais paralysé de frayeur, parce que je suis rentré à l'âge de 40 ans, avec la perspective de rester 30 ans au Collège de France et de faire tous les ans un cours nouveau, qui est quelque chose de terrible. Je me suis dit, mais si j'ai plus des idées, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Mais le développement de la physique atomique a été tel pendant les dernières décennies, qu'il n'y a aucun problème. Il y avait chaque année des phénomènes à expliquer, à commenter. Et quand je suis parti à la retraite, j'aurais pu encore continuer. J'avais encore des sujets pour un certain nombre d'années. Et pour moi, cet enseignement au Collège de France a été exceptionnellement utile, parce que obligé de faire un cours nouveau tous les ans, ça force à se renouveler, à explorer des nouveaux domaines. Certes, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais sur le plan de la recherche, le plan de la connaissance, ça a été absolument essentiel. Alors, dernier point, je voudrais un petit peu parler des contacts à ce moment-là, humains avec Anatole Abragam. Il avait une personnalité extrêmement attachante, un certain romantisme, lyrisme, lié à son enfance russe, en même temps qu'un humour britannique parfaitement caustique lié à ses séjours à Oxford et aux États-Unis. Ça, c'était absolument merveilleux. Il avait aussi un enthousiasme tout à fait juvénile pour la recherche. Je me souviens que lors d'un déjeuner qui était organisé par notre administrateur de l'époque, je pense qu'il s'agissait d'Alain Aurault, qui réunissait une dizaine de professeurs tous les mois pour un déjeuner informel. Et Anatole était là, il était tout excité parce que quelques jours auparavant, il venait d'obtenir le premier signal d'antiferromagnétisme nucléaire. Il racontait comment sur l'écran de l'oscillo, il avait vu le signal attendu, théoriquement prévu, de l'antiferromagnétisme nucléaire, qui était une grande découverte. Et il ne s'arrêtait pas d'en parler, on ne pouvait pas l'arrêter, il était vraiment fou de joie. Et en fait, comme Serge l'a dit ce matin, je trouve infiniment regrettable que ses contributions à la physique n'aient pas été reconnues de manière plus éclatante sur le plan international, parce que je pense qu'il le méritait. Il avait aussi, et Jean-Claude Péquer l'a rappelé tout à l'heure, une vie très difficile. Il a évoqué, pendant la guerre, la nécessité qu'il avait de se réfugier d'un endroit à l'autre pour échapper à la Gestapo, et comment sa première femme, Suzanne, l'avait aidé à se sauver dans ces circonstances absolument tragiques. Mais, comme l'a dit Robert Dautré, il avait surmonté cette épreuve et il envisageait la vie toujours avec un certain réalisme, un certain courage. Je pense aussi qu'il c'était donc un très grand chercheur, mais qui n'a pas hésité à assumer des responsabilités importantes, comme celle de directeur de la physique, qui était quand même quelque chose de très prenant. Et là, je dois dire que ce que j'ai beaucoup admiré chez lui, c'est que, contrairement à de nombreux cas où les gens atteignant des positions élevées continuent à rester dans des positions élevées et changeant d'une position à l'autre, quand il a fini son mandat, il est revenu travailler dans son laboratoire. Il est d'ailleurs retourné tout le temps pendant qu'il occupait cette position dans son laboratoire pour suivre ce qui se passait. Donc c'était vraiment
quelqu'un qui avait dans l'échelle des valeurs avant tout la recherche et la connaissance. Je veux dire aussi qu'il avait à la fois une gentillesse exceptionnelle pour les gens qu'il aimait, qu'il estimait, et il pouvait être des fois terriblement critique. Je me souviens, quand quelqu'un faisait un séminaire devant lui, il était terrorisé à l'idée, parce que tout de suite, il trouvait le point faible d'un raisonnement, et il n'hésitait pas à le dire. Donc c'était très intéressant de suivre des séminaires où il était, parce que les questions qu'il posait permettaient de comprendre vraiment plus en détail ce que le conférencier exposait. Et je me souviens qu'en juillet 60, j'avais été invité à une école d'été de physique à Varenna, en Italie, où il était là, ainsi que d'ailleurs qu'Alfred Kassler, Charles Tang, je crois, Norman Ramsey, beaucoup de gens. L'école était organisée par un physicien italien, Adriano Gozzini, qui est lui aussi un peu un artiste de la physique et avec qui on a gardé des relations absolument très, très étroites. Et il se trouve que je faisais un séminaire, et il m'a posé une question. Et moi je savais, j'avais déjà discuté avec lui, je savais qu'il fallait discuter, donc je lui ai répondu, et puis je lui ai dit non, vous n'avez pas raison, c'est ça. Et il m'a dit oui, vous avez raison. Et alors là, j'ai acquis un prestige absolument invraisemblable auprès des jeunes physiciens italiens qui étaient là. Il a osé tenir tête à Bragam. Depuis cette époque-là, j'ai eu très, très grand prestige auprès des physiciens italiens. Bon, ceci dit, il avait une amitié vraiment très fidèle, très chaleureuse, et il était toujours préoccupé par l'évolution de ma famille, comment se portait ma femme, mes enfants. C'était vraiment très touchant. Et j'avais pour lui, moi aussi, une très grande admiration, un très grand respect, parce que je sentais que c'était quand même quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Et je pense aussi, là, je ne sais pas comment le dire, mais je pense qu'Anatole Bragam a beaucoup souffert de ne pas avoir eu d'enfant. Et je pense qu'il me considérait un petit peu, peut-être comme d'autres personnes d'ailleurs, comme un fils spirituel. Et il avait pour moi une affection que je dirais presque paternelle. L'exemple que je voudrais donner à cet égard, c'est que quand sa première femme Suzanne est morte, sa première femme à laquelle il était très attaché, et ça l'a rendu extrêmement malheureux, il m'a dit la chose suivante. Il avait un très bel uniforme d'académicien, qu'il portait d'ailleurs avec une élégance extraordinaire. Il m'a dit, Suzanne est morte, je ne veux plus que personne d'autre ne porte parce qu'il avait emprunté ce costume à l'académie. Il a dit, si je le rends, quelqu'un d'autre va le porter, je veux que personne d'autre le porte que toi. Alors, moi, je n'avais jamais porté d'habit d'académicien, je n'ai jamais été attiré par ces choses, mais devant une telle demande, j'ai dit, bon, je ne peux pas dire non, donc j'ai essayé de le mettre, mais j'étais trop petit pour moi. Alors, on est allé avec ma femme Jacqueline voir plusieurs tailleurs qui ont essayé de le mettre. Non, c'était impossible. Il y avait des broderies et ce n'était pas possible de le mettre. Donc, je n'ai pas pu le mettre, j'étais très malheureux. Donc, voilà un petit peu le souvenir que je garde d'Anatole, qui était vraiment quelqu'un que j'admirais beaucoup, que je plaçais au même niveau que d'autres personnes qui ont exercé sur moi une influence décisive, comme Alfred Kassler et Jean Brossel, qui m'ont formé aussi. Mais grâce à des physiciens de cette qualité exceptionnelle, je leur dois tout. Tout ce que j'ai fait en recherche, c'est grâce à eux. Voilà, je vous remercie. Merci Claude.